Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, l'ancien président tunisien Moncef Marzouki visé par un mandat d'arrêt international pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ses propos critiques contre l'actuel président Kais Saied fâchent en Tunisie. Sommet extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche à Accra, la capitale ghanéenne. Les dirigeants des pays membres discuteront notamment de l'évolution des situations en Guinée et au Mali. Et puis, découverte en fin d'édition du livre L'Afrique humiliée, l'enfer de la vérité, un ouvrage de l'essayiste sénégalais Mimodia Ledimène, présent sur notre plateau aujourd'hui. Mais tout d'abord, l'ancien président centrafricain François Bozizé réside actuellement en exil au Tchad. Information confirmée par le gouvernement tchadien de la transition qui précise que les autorités de Bangui sont au courant de sa présence à N'Djamena. François Bozizé ainsi que d'autres chefs rebelles y séjournent dans l'attente des avancées du processus de médiation initié par l'Angola et la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Rappelons qu'il fait l'objet de poursuites de la part de la justice centrafricaine pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, association de malfaiteurs, rébellion, assassinat, vol aggravé et complot après avoir échoué à prendre le pouvoir par les armes en janvier à la tête de la rébellion de la CPC. François Bozizé avait reculé devant la contre-offensive des forces armées centrafricaines et de leurs alliés russes et rwandais. Un mandat d'arrêt international a été émis par la justice tunisienne contre l'ancien président tunisien Moncef Marzouki. Il est accusé par le gouvernement d'atteinte à la sûreté de l'État suite à ses propos critiques et ses prises de position sur le régime du chef de l'État, Kais Saied, qu'il juge de dictatorial. Le point avec Roberto Bakpé. L'ancien président tunisien Moncef Marzouki est frappé par la justice de son pays. Le 4 novembre, un mandat d'arrêt a été émis par le tribunal de première instance de Tunis. Cette décision fait suite à une de ses interventions télévisées dans laquelle Moncef Marzouki se félicite de la proposition du Conseil permanent de la francophonie de reporter le 17e sommet de la francophonie prévu les 20 et 21 novembre à Djerba, en Tunisie. Une attitude que le président Kais Saied juge de complotiste contre la nation. Ceux qui complotent contre la Tunisie à l'étranger. Celui qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Tunisie depuis l'étranger doit être accusé de complot contre la sûreté de l'État. Le mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ex-président Moncef Marzouki intervient après que le président Kais Saied a demandé l'ouverture d'une enquête et le retrait du passeport diplomatique de Marzouki. Pour l'homme politique qui vit en France depuis quelques années, ce mandat d'arrêt vient confirmer les positions dictatoriales du régime de Kais Saied. Le mandat d'arrêt à l'égard de Moncef Marzouki est une façon de pouvoir l'interpeller et surtout ne pas lui permettre de dire n'importe quoi. D'où c'est excessif, certes, mais le pouvoir a choisi en tout cas de cette riposte-là. Rappelons que l'ex-président tunisien, qui a longtemps vécu au Maroc, s'est à plusieurs occasions opposé aux manœuvres algériennes à l'égard du Maroc et aux violations de droits de l'homme dans le camp de Tindouf. Et sur l'affaire du Sahara, Tunis a également rejeté les propos de l'ex-président tunisien sur cette question. Moncef Marzouki a été le président de la République de 2011 à 2014, année où il est battu au second tour de l'élection présidentielle par Béji Caïd Essebsi. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO se tient ce dimanche 7 novembre à Accra, au Ghana. À l'ordre du jour, la situation en Guinée et au Mali, deux pays dirigés par des juntes militaires. La session va évaluer l'évolution de la transition politique dans les deux pays. L'organisation ouest-africaine appelle notamment à la libération du président déchu, Alpha Condé, et à la tenue des élections rapides au Mali pour un éventuel retour à l'ordre constitutionnel. Mildred Diamant. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO ce 7 novembre 2021 au Ghana sera consacré à évaluer l'évolution de la situation politique en Guinée après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé début septembre 2021. D'autre part, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest seront également fixés sur le Mali, où l'organisation est-africaine espère la tenue des élections dans les plus brefs délais.
Ce sommet virtuel de la CEDEAO va beaucoup plus se pencher sur les nouvelles recommandations et sur des nouvelles propositions devant aboutir à une transition apaisée, parce que au regard du dernier discours des chefs d'État, surtout de la dernière visite du président de la commission de la CEDEAO en Guinée, la CEDEAO a donné l'impression qu'elle était désormais prête à travailler avec la junte au pouvoir en Guinée, et ça, c'est suite à la publication de la charte de la transition, la mise en place d'un gouvernement quasiment civil, des avancées majeures ont été enregistrées. Il y a cet espoir de retrouvailles, il y a cet espoir d'ouverture, il y a cet espoir de dialogue qui pourrait naître entre la CEDEAO et ces deux juntes à la tête des deux pays respectifs. Et il y a cette possibilité d'aller vers un assouplissement des sanctions, peut-être même la modération du discours. Il y aura beaucoup plus d'engagement, d'accompagnement des deux pays qui ont quand même réussi à prouver qu'ils sont disposés à travailler avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas, par exemple, du CNRD, qui aujourd'hui a donné toutes les garanties de bonne collaboration. Autre enjeu de ce sommet de la CEDEAO, l'évolution sociopolitique de la transition, tout d'abord en Guinée, avec l'avenir du président déchu Alpha Condé, toujours aux mains des putschistes. La séance va également discuter de l'état de la transition au Mali, alors que les tensions se sont récemment accentuées entre la CEDEAO et la junte militaire suite à l'expulsion du représentant de la CEDEAO à Bamako par l'exécutif malien. Le premier des enjeux, c'est un enjeu politique dans la mesure où la finalité recherchée à travers la CEDEAO, c'est passer de la CEDEAO des gouvernements à la CEDEAO des peuples. Je pense que les intérêts des peuples vont primer sur les intérêts des gouvernements. Le second enjeu est d'ordre sécuritaire, les enjeux des peuples, leur sécurité, leur protection. Nous prions que la CEDEAO puisse s'inscrire dans l'accompagnement intelligent de ces deux pays qui sont aujourd'hui dans des difficultés. Le Mali et la Guinée continuent de subir les sanctions de la communauté internationale, notamment la suspension des instances de la CEDEAO et le retrait du programme de préférence commerciale de l'African Growth and Opportunity Act AGOA. La CEDEAO exige la libération sans condition de l'ancien président Alpha Condé, ainsi que la limitation de la transition dans un délai de 6 mois. L'organe sous-régional appelle également à redéfinir une nouvelle feuille de route pour le Mali. Au Maroc, les demandes d'aspirants auto-entrepreneurs s'élèvent à 5800 en moyenne par jour selon les données officielles. Cependant, la lenteur des procédures rallonge le délai de retrait des cartes auto-entrepreneurs. Le ministre de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekouri, souhaite régler cette problématique avec la mise en place de nouvelles mesures qui devraient améliorer le processus d'obtention du statut d'auto-entrepreneur. Les précisions de Marine Tolo. Au Maroc, les autorités prennent des mesures pour faciliter le processus d'obtention du statut d'auto-entrepreneur. Ces nouvelles mesures permettront donc d'impacter positivement les auto-entrepreneurs via les différentes actions du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat. Ce statut permet notamment aux auto-entrepreneurs de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux favorables au développement des affaires. Promouvoir l'auto-entrepreneuriat. C'est là vraiment l'une des premières actions vraiment concrètes du nouvel exécutif marocain. Se pencher au chevet des auto-entrepreneurs qui sont en fait les parents pauvres du soutien gouvernemental jusqu'à présent. D'après les autorités marocaines, c'est un total de 5 460 unités qui seront dédiées à cette opération qui permettra de traiter avec célérité les demandes d'aspirants auto-entrepreneurs. Ces demandes s'élèvent par ailleurs à 5 800 en moyenne par jour. À la création du statut en 2015, le gouvernement s'était fixé comme objectif d'atteindre 100 000 personnes avant fin 2020. À ce jour, 445 000 personnes ont déposé leur dossier pour obtenir la carte. L'objectif, c'est l'amélioration du statut d'auto-entrepreneur et au menu également la simplification des procédures de création et de cessation, l'exemption de l'obligation d'inscription au registre de commerce et de la tenue de comptabilité entre autres. À long terme, il s'agit d'intégrer petit à petit le secteur informel qui est très important au Maroc, à travers une forme juridique simple et qui s'avère sans coût.
Notons que l'obtention du statut d'auto-entrepreneur jusqu'à ce jour est rendue difficile par les lenteurs des procédures qui rallongent le délai de retrait. Par ailleurs, ce sont 105 000 personnes qui attendent encore l'aboutissement du processus pour obtenir leur titre d'auto-entrepreneur. D'après les autorités, cette initiative cible plus de 4 millions de personnes actives dans le secteur informel ainsi que celles en situation de chômage. L'Afrique humiliée, l'enfer de la vérité, c'est le titre du nouvel ouvrage de l'essayiste sénégalais Mimodia Ledimène, un livre qui renseigne sur la géopolitique africaine. Des thèmes comme le franc CFA, le djihadisme au Sahel ou encore la pandémie de la Covid-19 y sont évoqués. Mimodia Ledimène y dénonce cette Afrique humiliée et il est parmi nous pour en parler. Bonjour Mimodia Ledimène et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous abordez la question très épineuse du djihadisme en Afrique dans votre ouvrage. Quelle est votre position sur la question ? Comment est-ce que les États africains gèrent ce fléau actuellement ? Est-ce que c'est une gestion qui vous satisfait, vous ? Merci pour cette invitation. Je pense que les États africains ne gèrent absolument rien parce qu'ils ne sont pas à l'origine de ce phénomène-là. Ce qui gère ce phénomène-là, c'est la France. Parce que la France, comme j'ai l'habitude de le dire, la France fabrique et vend des armes à l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et ces deux pays financent le terrorisme et le djihadisme au Sahel. Et la France va porter son grand bout pour essayer de recombattre ce terrorisme et ce djihadisme qu'elle-même a encouragé à soutenir via l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc les pays africains ne gèrent rien dans ce problème-là. Mais qu'est-ce qu'ils devraient faire selon vous justement ? Ils doivent revenir, les pays africains doivent tout simplement dire à la France la vérité et dire en même temps à l'Arabie Saoudite et au Qatar la vérité. En leur demandant tout simplement d'arrêter de financer le terrorisme et le djihadisme au Sahel parce qu'ils ne sont pas à l'origine. Comment est-ce que vous avez analysé la situation entre la France et le Mali, les récentes frictions entre les deux pays, justement, avec la force Barkhane qui a quitté le Mali récemment? Oui, c'est normal parce qu'il y a un paternalisme de la France sur l'État du Mali. L'État Mali est souverain, donc l'État Mali déroule sa politique telle qu'il le veut. Donc l'État malien n'attend pas à ce que la France lui dicte sa propre politique qu'il doit mener. C'est pour cette raison qu'il y a des frictions. Et aussi, c'est normal que l'État malien demande à ce que la mission Barkhane puisse partir. Parce que tout simplement, depuis 2013, cette mission est présente au niveau du Mali. Auparavant, on avait la mission Serval qui a été remplacée par la mission Barkhane, qui aujourd'hui n'ont pas donné des résultats qui sont palpables. C'est pour cette raison donc que ces missions doivent tout simplement quitter au Mali parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de résoudre ce problème. Mais est-ce que ça va aider le Mali que cette Oui, ça va aider le Mali parce qu'il faut que les Maliens acceptent aussi de prendre leur destin en main en essayant tout simplement de croire en eux-mêmes et de signer des partenariats avec d'autres pays qui sont capables de les aider, comme la Russie. Pourquoi pas? Parce que le Mali est un État souverain qui a le droit de signer des partenariats, des accords, des conventions avec n'importe quel pays qui peut lui aider justement à résoudre ce problème-là dont la France est responsable. Donc selon vous, on parle de la France, selon vous, la France-Afrique, ce n'est pas fini, ça continue? Autant on parle de rupture. Le président français Emmanuel Macron a organisé tout un sommet justement pour parler d'un nouveau deal. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Oui, à mon avis, c'est un sommet de pantin. Ce sommet ne sert absolument à rien. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un dialogue vrai. Parce que dans ce sommet-là, vous avez vu, on n'invite pas les gens qui sont à la hauteur de... Je ne dénigre pas ceux qui sont partis, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que ce sommet n'avait pas raison d'être parce que dans ce sommet-là, on aurait pu quand même inviter les chefs d'État africains et puis inviter des gens qui sont capables de leur dire la vérité en face. Moi, je pense que l'heure est venue quand même pour que nous puissions dire la vérité à la France et à l'ensemble de ces pays qui détropicalisent le problème au niveau de l'Afrique. Alors, on va parler justement de la question du franc CFA, un autre thème abordé dans votre ouvrage. Selon vous, c'est une monnaie coloniale qui doit définitivement disparaître. Pourquoi? Oui, parce que, je donne juste un exemple. Lorsqu'en 1963, le rapport de Jean Monnet dit ceci. Lorsque les pays d'Afrique, les pays de la zone franc exportent vers l'étranger plus qu'ils en importent, ils créent des devises. Et celles-ci, il procure à la France des devises. Et celles-ci lui sont utiles lorsqu'en même temps, la balance commerciale de la France est déficitaire. Cela dit tout simplement que les pays d'Afrique fournissent bêtement de l'argent à la France qu'ils déposent au sein du Trésor public français. Et lorsque la France est en faillite, lorsque sa balance de paiement avec les pays étrangers est déficitaire, donc la France utilise cet argent-là pour payer ses dettes. Que pensez-vous alors de l'écho
De l'Afrique de l'Ouest? Oui, sur le fond, c'est pas bon, sur la forme, c'est pas bon. Pourquoi je le dis? Parce que quand on change une monnaie, la moralité aurait voulu que l'on consulte les pays africains en leur demandant tout simplement leur avis. Ça n'a pas été fait. Et ça, c'est sur le plan de la forme. Et sur le plan du fond, c'est que tout simplement, ils ont supprimé le compte d'opération alors qu'il n'y a pas une audit derrière. Madame, quand vous-même, vous savez très bien que lorsque vous voulez supprimer votre compte ou que la banque décide de supprimer votre compte, vous avez le droit de demander pourquoi il le fait. Et aussi, il faut que les Africains demandent où est passé leur argent qu'ils ont déposé au sein du Trésor public français depuis 1945 jusqu'à maintenant. Donc plus de 75 années, ils ont déposé leur argent et il n'y a pas une traçabilité. Donc il faut que la France nous dise très très clairement et de façon sincère où est l'argent que les Africains ont déposé, excusez-moi du mot, bêtement au niveau du Trésor public français. Ça nous ramène un peu à la question des indépendances, hein, si je puis dire, que vous abordez également. Est-ce que vous trouvez qu'il y a cette séparation-là depuis les années 60 ou bien les pays, entre guillemets, colonisateurs ont toujours leur emprise, on va dire ça comme ça, sur les États africains? Franchement, je ne sais pas de quelle indépendance vous parlez. En tout cas, moi, je considère que les indépendances que nous avons en Afrique, c'est des indépendances exclusivement basées sur du papier, du drapeau et de l'hymne. Il n'y a pas d'indépendance. Celui qui dit qu'en Afrique, les pays sont indépendants, cette personne ne dit pas la vérité. Ce sont des indépendances qui sont, disons, qui sont paternalisées, qui sont imposées aux Africains. Pas dans toute l'Afrique, quand même. Je ne dirais pas dans toute l'Afrique, mais dans la plupart des pays africains, en réalité, c'est des indépendances bidons qui ne servent absolument à rien. Donc c'est pour cette raison que les pays d'Afrique doivent prendre leur destin en main. D'accord. Alors, prendre leur destin en main à tous les niveaux, politiques, économiques. Je vais parler de l'ONU, l'OMS, la Banque mondiale, qui sont pratiquement constamment au chevet des pays africains. Pour vous, ce sont des organisations inutiles pour le développement du continent, mais si elles ne sont pas là, comment est-ce que l'Afrique s'en sort, on va dire? Par exemple, on a vu la situation avec le Covid-19. Comment les Africains, justement, prennent leur destin en main dans ce genre de situation? Oui, c'est très simple parce que, si vous me dites que ces organisations viennent au chevet de l'Afrique, je ne sais pas, ils viennent au contraire à leur propre chevet parce que ces organisations-là, dites-moi juste... Je vous pose juste une question. Dites-moi, c'est quel conflit au monde que l'ONU a réglé? L'ONU, depuis sa naissance jusqu'à présent, elle n'a réglé aucun conflit. Donc pour vous, ces organisations créent de la dépendance? Mais justement, en fait, qui empêche les pays africains d'être vraiment autonomes. Exactement, ces organisations que je qualifie d'étant bidons, qui ne servent absolument à rien, n'ont pas été à la hauteur, en tout cas, de défendre les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. C'est le cas, par exemple, de l'OMS, que je considère comme étant une organisation criminelle qui hiérarchise la souffrance des pays. Mais ce n'est pas seulement de la faute des organisations. On ne peut pas trop remettre sur les organisations internationales. Les États eux-mêmes ou les gouvernements africains, qu'est-ce qu'ils font justement? C'est vrai, il y a une part de responsabilité des gouvernements africains qui subissent ce dictat de ces organisations. Je prends juste l'exemple de l'ONU. L'ONU, par exemple, la résolution de l'ONU de 1971 qui disait tout simplement qu'il fallait aller à Benghazi, non pas pour changer de régime, non pas pour tuer Kadhafi, mais pour protéger la population. On a vu la suite, Kadhafi a été tué. Donc quand l'ONU dit aux gens, en tout cas quand l'ONU traduit ses ambitions à travers une résolution, les gens y vont et ils font ce que l'ONU n'a pas demandé de faire. C'est juste pour cette raison qu'on dit que ces organisations ne servent absolument à rien, que ce soit ONU, Banque mondiale, FMI. En tout cas, nous pensons que c'est des organisations qui sont comme le cas de la CEDEAO, justement, des organisations qui sont financées à 90% par l'Union européenne, dont même les sièges sont construits par la Chine. Donc je ne vois pas une façon pour que ces organisations, y compris même celles africaines, pourront défendre l'intérêt du peuple africain. Alors, vos opinions sont résumées dans cet ouvrage. Où est-ce qu'on peut se le procurer pour les téléspectateurs qui sont intéressés? L'ouvrage est disponible sur Amazon, à la FNAC de Châtelet, partout je crois. Donc il est disponible, disons, dans les plateformes de vente en ligne et physiquement au niveau de la FNAC. Merci Mimo Dialé-Dimène d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup madame, c'est moi qui vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.